J'ouvre le second débat de ce sens public consacré à la campagne présidentielle américaine moins d'un an avant une élection qui devrait nous proposer un match retour entre Joe Biden et Donald Trump. Le président sortant démocrate pensait que ce serait facile de battre de nouveau un Trump qui fait figure d'épouvantail pour beaucoup d'Américains. Mais selon les sondages, le match est très loin d'être plié, Marion Vigreux. Une élection 2027 aux allures de revanche pour Donald Trump. Nous devons les faire sortir du bureau ovale. Et un probable duel Biden-Trump qui fait déjà la une des journaux aux États-Unis. Et pourtant, à un an de l'élection, ils sont une dizaine à briguer le poste. Côté républicain, les débats s'enchaînent, autant que les abandons. Deux sérieux rivaux de Donald Trump ont jeté l'éponge, le sénateur Tim Scott et l'ancien vice-président Mike Pence. Les autres candidats, encore en lice, bataillent dure pour déloger le favori Donald Trump. Malgré ses ennuis judiciaires, ses meetings font le plein. Côté démocrate, pas d'adversaire sérieux pour Joe Biden, avec une primaire quasi jouée d'avance. Mais le président a un handicap de poids, son âge, 80 ans. Selon un sondage publié par le New York Times, 71% des Américains le jugent trop vieux pour être président. Parmi eux, 54% d'électeurs démocrates. Je pense qu'il est un peu trop vieux pour représenter notre population actuelle et notre pourcentage de démographie. Je pense que Joe Biden et même Donald Trump ont peut-être un peu dépassé l'âge de me conduire vers l'avenir que je veux voir. À un an de l'élection, les deux hommes sont en tout cas au coude à coude dans les sondages. 44% d'intention de vote pour Joe Biden, 48% pour Donald Trump. Mais avec un candidat indépendant, Robert Kennedy Jr., qui pourrait venir jouer les troubles faits. Quant au calendrier, les primaires démocrates et républicaines auront lieu de janvier à juin dans chaque État, suivi des conventions qui désigneront le candidat de chaque parti avant l'élection du 5 novembre et une investiture prévue le 20 janvier 2025. Joe Biden est-il forcément le meilleur candidat du camp démocrate? Comment Donald Trump est-il redevenu le favori des sondages? On en débat avec Anne Désine. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Vous êtes professeur des universités, juriste et auteur de ce livre Les États-Unis et la démocratie, publié aux éditions L'Harmattan. Alexis Pichard, bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue, chercheur en civilisation américaine. Armelle Charrier, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous, éditorialiste international à France 24, spécialiste en géopolitique, stratégie et défense. On est également en duplex avec Olivier Piton, avocat au barreau de Washington. Bonsoir, bienvenue, auteur de ce livre Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique. C'est aux éditions Plomb. Et Mathieu Croissando, éditorialiste politique, est resté à mes côtés. Merci Mathieu. Dans moins d'un an, c'est le 5 novembre, on connaîtra le nom du nouveau président américain qui sera sans doute un ancien président. Anne Désine, ce match retour Biden-Trump, est-ce qu'il est obligatoire? Est-ce qu'on peut y échapper encore? J'allais dire ça comme ça. Que l'un d'entre eux tombe de l'escalier. Ok, d'accord, on est à ce niveau de probabilité. Très bien. De même, les sondages sont des sondages nationaux. Ça ne veut pas dire grand-chose, puisqu'on sait que ça va se jouer dans 3-4 États, à 10 000 voix. C'était 10 000 voix en Arizona en 2020, c'était 20 000 voix en 2016. Donc, tout ce qu'on sait, c'est que personne ne veut de ce match. Ni les républicains, sauf les 30% de fanatiques MAGA, chapeau rouge, etc. Et du côté démocrate, bien qu'il n'y ait pas de primaire, il y a quand même Kennedy, il y a un indépendant et il y a une écologiste, celle qui a posé des petits problèmes en 2016. Et puis surtout, il y a des voix. Axel Rod, vous vous rappelez, c'était le conseiller spécial d'Obama. Il dit peut-être que Biden, c'est pas le bon choix, qu'il faudrait passer à autre chose. Il y a de temps en temps des éditos dans le Washington Post qui se disent quand même, il y a peut-être d'autres candidats un peu plus jeunes. Parce que le danger, c'est Nikki Haley. Nikki Haley, elle est en train de... Elle présente bien, elle n'est pas radicale. Et si elle réussissait à battre Trump, on va voir ce qui se passe dans le New Hampshire, il est possible qu'elle arrive en première position. Donc vous dites que Donald Trump n'est pas sûr d'obtenir l'investiture républicaine? C'est moins sûr qu'il y a un mois, disons. Mais si Nikki Haley est investie par le Parti républicain, alors là, les démocrates peuvent mettre la clé sous le paillasson. Alexis Pichard, l'équipe de Joe Biden, elle souhaitait d'une certaine façon ce match retour face à Donald Trump. Est-ce qu'elle déchante devant les bons sondages de l'ancien président républicain? Alors oui, il y a effectivement le risque de ce match retour et que la victoire soit à nouveau emportée par Donald Trump, sachant que Donald Trump profite, enfin en tout cas les républicains profitent du système électoral américain, puisqu'il a tendance à favoriser plutôt les petits États qui votent massivement en faveur des présidents républicains. Donc effectivement, afin que Joe Biden
Biden gagne, il faudra que tout l'électorat qui est très volatile des démocrates se mobilise, ce qui n'a pas été le cas en 2016 et ce qui a donné la victoire à Donald Trump et ce qui pourrait ne pas se renouveler l'année prochaine du fait de certaines politiques et prises de position de Joe Biden qui ont été perçues comme n'allant pas suffisamment loin, notamment dans ses politiques environnementales, dans sa protection de la jeunesse, dans sa défense, par exemple, des minorités ethniques. Quel électorat il a plutôt perdu, si l'on en croit les sondages? Plutôt les jeunes? Plutôt les jeunes, et ça se traduit à nouveau, par exemple, sur ses prises de position vis-à-vis d'Israël. La jeunesse est davantage portée sur un soutien plus modéré, ou en tout cas plus affirmé à la cause palestinienne. Et ça se ressent sur les campus, et notamment du fait que ce soutien à la Palestine se double en fait d'un soutien aussi à la cause Black Lives Matter souvent. Donc en fait, il y a un package qui est un package identitaire. Sur l'influence, pardon de vous interrompre, du conflit au Proche-Orient sur cette campagne présidentielle. Il faut parler de l'âge du capitaine quand même, Armelle Charrier. Est-ce que c'est le principal handicap ou défaut de Joe Biden aujourd'hui? Et puis surtout, est-ce qu'en interne, ça s'exprime de plus en plus à l'intérieur du Parti démocrate? Oui, il faut forcément parler de son âge, parce que 80 ans, c'est pas du tout anodin, sachant que déjà, quand il avait été élu, on s'était posé la question de savoir si la vice-présidente était à ce point importante, parce que peut-être qu'elle allait devoir le remplacer pendant son élection, enfin son mandat, qui est de 4 ans. Et que derrière, on a évidemment en tête tous les errements qu'il a pu avoir quand on a vu un geste un peu déplacé, un mot qui ne correspondait pas à la réalité, une gaffe qui avait été marquée, un prompteur qui avait été mal lu, parce qu'on lisait même ce qui était à noter dessus. Donc forcément, ça veut dire qu'on repart avec cette personne-là. Donc ça, c'est, j'allais dire, une question physique qui forcément pèse à l'intérieur du Parti démocrate. Maintenant, à partir du moment donné où un président est en campagne, on ne va pas le contrarier, on ne va pas le contredire. La grande question finalement, c'était que est-ce que Joe Biden pouvait se dire qu'il allait faire un mandat et ne pas dire qu'il allait se représenter, parce que dans ce cas-là, il n'aurait jamais été crédible, on l'aurait jamais suivi. Dans la logique d'élection américaine, on se serait dit on va soutenir celui qui va le remplacer. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Il était, pardon de vous interrompre, presque obligé de se représenter pour faire un premier mandat efficace, quoi. A priori, oui. Oui. A priori, oui. Après, on peut avoir des gens qui vont se positionner en étant des présidents de transition. Vous pouvez avoir quelqu'un qui va avoir cette logique-là. Mais finalement, on se rend compte qu'une fois que vous êtes passé dans le prisme du pouvoir, vous n'avez jamais envie de le lâcher. Au final, vous avez toujours les mains dans le cambouis, vous avez toujours effectivement des rapports. Ça, c'est vrai dans tous les pays. Et c'est vrai que, oui, on le voit partout. Mais c'est vrai que la question la plus fondamentale aujourd'hui, elle se pose par rapport à la jeunesse. On n'imagine pas les États-Unis avec un président, avec des présidents, parce que la question se pose aussi pour Donald Trump, 77 ans, avec des présidents aussi âgés. Et finalement, ce pays mais il qui est dégage plus de dynamisme, à avoir raison, ou d'énergie que... Justement, est-ce que la question, c'est l'âge ou la santé? Et si c'est la santé, quelle est la santé de Joe Biden? Qui veut répondre à ça? Allez-y. D'après les docteurs, les médecins de la Maison-Blanche, sa santé n'est pas un sujet, en tous les cas. Alors nous, on sait en France qu'il ne faut pas forcément croire les bulletins médicaux des présidents. Mais j'aimerais aussi évoquer la santé de Donald Trump, en fait, qui n'est pas meilleure. On l'a vu notamment durant des meetings, prononcer parfois des choses qui n'avaient pas de sens, confondre des pays. À un moment donné, il a dit il faut que les républicains mangent les jeunes. Et donc, il l'a répété à plusieurs reprises. Donc en fait, il y a beaucoup d'indices qui montrent, il y a un faisceau d'indices qui montrent que la santé mentale de Donald Trump n'est pas aussi fluide et aussi forte qu'on pourrait l'imaginer. J'ai envie de dire pauvres électeurs américains qui se retrouvent face à cette alternative. Olivier Piton, si l'élection avait lieu cette semaine, si j'en crois les sondages, Joe Biden perdrait sans doute dans ce qu'on appelle les États pivots, les swing states. C'est ce qui se profile à l'horizon? Alors, il faut toujours être très prudent parce que, comme cela a été rappelé, on a surtout des sondages à l'échelon national, ce qui, aux États-Unis, ne signifie pas grand-chose. De surcroît, on est à un peu moins d'un an de la campagne présidentielle. Donc, il faut toujours prendre les sondages à l'échelon national de manière extrêmement prudente. Joe Biden avait réussi quelque chose d'absolument remarquable en 2020, c'est qu'il avait arraché une petite partie, mais une partie suffisante pour gagner, du petit électorat paupérisé blanc
dans ce qu'on appelle les swing states, en particulier en Pennsylvanie et dans le Wisconsin. Cet électorat qui avait voté Donald Trump en 2016 et qui s'était tourné vers Joe Biden en 2020. Cet électorat-là, pour l'instant, il semble, on va mettre des guillemets absolument partout, il semble perdu pour Joe Biden. En tout cas, il est en pleine introspection. Et l'un des enjeux en tout cas de cette campagne, il y aura aussi le vote des femmes qui va être extrêmement important. Mais le vote de cette petite frange de la population blanche paupérisée des zones désindustrialisées des États-Unis avait incontestablement été l'une des clés de la victoire de Joe Biden. Et aujourd'hui, elle ne semble plus vouloir aller voter. Ça ne veut pas dire qu'elle irait voter pour Donald Trump, et en tout cas, elle n'irait pas, on met encore du conditionnel partout, en faveur de Joe Biden. Le deuxième gros élément, c'est effectivement le vote féminin, qui a permis en particulier aux démocrates de bien résister, voire bien mieux que résister aux élections intermédiaires, et qui sont liés effectivement à la décision de la Cour suprême de remettre en cause à l'échelon fédéral le droit à l'avortement. Donc, très difficile de répondre à la question de savoir qui est devant. 48-44 pour l'instant entre les deux candidats, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Un petit élément quand même, dans les deux premiers États de la primaire, c'est-à-dire le New Hampshire et l'Iowa, Donald Trump semble légèrement devant. On va voir ce que ça va donner, sachant que du côté démocrate, de fait, il n'y a pas de primaire, puisqu'il n'y a pas d'autres candidats que Joe Biden. Oui. Anne Désine, le camp démocrate, le camp Joe Biden, rappelle que 10 mois ou un an avant les élections de mi-mandat, de la même façon, on prévoyait une bérésina pour les démocrates, et finalement, ils ont bien résisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une espèce de réflexe anti-Trump qui joue, qui pourrait jouer? Peut-être pas seulement anti-Trump, mais c'est ce qui s'est passé aussi pour les élections qui viennent d'avoir lieu, ou en particulier en Virginie, le congrès local est maintenant gouverné par les démocrates de façon à permettre des contre-pouvoirs par rapport au gouverneur qui est républicain. Ce que sans doute les démocrates espèrent, c'est qu'il se passe en 2024 ce qui s'est passé en 2022 et récemment en 2023, c'est-à-dire qu'au moment de décider d'aller voter et de mettre le bulletin, les électeurs se rendent compte que ce qui est en jeu, c'est beaucoup plus que Biden. C'est peut-être le choix de la démocratie plutôt que l'autocratie, parce que quand même, on est en train de parler de ce que va faire, de ce que ferait Donald Trump s'il était réélu, abuser des pouvoirs de l'exécutif, faire des représailles en instrumentalisant le département de la justice et les poursuites contre tous ceux qui ont osé lui résister. Et puis surtout, il commence à entrer un tout petit peu dans l'esprit des indépendants, des femmes, cette attaque systématique contre les droits, les libertés. Alors il y a eu l'avortement, mais il y a aussi tout ce qui est fait par les républicains contre le droit de vote, des radiations, des suppressions de bureaux de vote qui, comme par hasard, nuisent aux minorités qui ne peuvent pas aller voter sauf en allant à 5 km. Et donc, il y a une certaine prise de conscience. L'avortement étant un morceau, idéalement, il faudrait que dans les États pivots, il y ait un référendum d'avortement, parce que c'est ça qui amènerait tout le monde à voter. Parce que ce qui est important, c'est que même chez les républicains, et pas seulement les femmes, les hommes républicains aussi, il y a 60% qui veulent garder un droit à l'avortement d'au moins 15 semaines. Ça peut s'organiser, ça? Quand vous dites ça, c'est hypothétique, ou on peut rajouter au scrutin du 5 novembre prochain un référendum sur l'avortement? Les États de l'Ouest ont la possibilité d'avoir ce qu'on appelle les référendums d'initiative directe. Et dans l'Arizona, par exemple, ils sont en train d'essayer de collecter les signatures, parce que c'est comme ça que ça marche, pour que un texte figure sur le bulletin du mois de novembre en disant que les électeurs veulent un droit. Alors dans certains États, c'est un droit constitutionnel à ajouter dans la Constitution, dans d'autres, c'est simplement un droit législatif. Mais ça, on s'en est rendu compte en 2023, c'est un excellent argument pour amener les électeurs à aller voter. Sauf que tous les États pivots n'ont pas cette possibilité. Par exemple, ça n'existe pas en Pennsylvanie. Et puis, c'est pas si facile de collecter parce que dans les États dirigés par les républicains, ils se débrouillent pour changer les règles ou pour faire invalider les signatures. Donc, et quand même, globalement, il y a beaucoup des électeurs qui se rendent compte que les républicains, malgré tout ce qu'ils disent, agissent contre les intérêts de l'Amérique moyenne. Alors on parlait et vous nous citiez certaines gaffes, on va dire, de Joe Biden. La dernière en date, mais était-ce une gaffe? Tiens, on va en débattre. C'était lors de cette conférence de presse qui suit sa rencontre avec Xi Jinping. Un journaliste lui demande s'il considère toujours le président chinois comme un dictateur. Alors, regardez sa réponse et puis on vous propose de l'autre côté de l'écran la réaction dépitée du secrétaire d'État, l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, Antony Blinken. Regardez.
Après aujourd'hui, est-ce que vous qualifieriez toujours le président Xi de dictateur ? Eh bien oui, c'est le cas. C'est un dictateur dans le sens où voilà un homme qui dirige un pays communiste, qui repose sur une forme de gouvernement totalement différente de la nôtre. Anthony Blinken qui sait qu'il va devoir désamorcer derrière, ça explique certainement cette grimace de dépit. D'ailleurs, Pékin immédiatement dénonce un discours, je les cite, extrêmement erroné, une manipulation politique irresponsable. Armelle Charrier, est-ce que c'est forcément une bourde ? Non, je pense que là, en l'occurrence, il a dit ce qu'il pensait. Effectivement, il a souvent répété. Il a rappelé aussi que la Chine était quand même l'ennemi et que même si ils ont eu 4 heures de discussion à San Francisco, on se retrouvait quand même dans une situation où ce sont 2 personnes qui ne s'entendent pas et qui ne s'apprécient pas. Et en plus, il y a certainement une vision complètement différente des États-Unis de cette façon de travailler de la Chine qu'ils jugent effectivement dictatoriale. Mais c'est aussi une qualité de pouvoir, quand il dit cela, c'est parce qu'il sait aussi qu'il va avoir des personnes qui vont se rallier à son point de vue. Il parle aussi à une large part de l'électorat américain. Absolument, où dans ces cas-là, il définit quel est l'adversaire et quelle est la marge de manœuvre. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on est président à ce niveau-là, on attend généralement des personnes qui, elles, soient rondes. Et puis, on attend ces termes-là ou ces terminologies de la part de conseillers, ou alors justement quand on est en des négociations et que du coup, il faut quelqu'un qui parle de cette manière-là. Et on voit bien que le décalage avec Anthony Blinken qui montre bien que le diplomate américain ne va pas dans cette direction, montre un désaccord qui n'est pas forcément toujours de bonne aloi. Ou peut-être qu'aussi on aurait imaginé ces mots-là dans la bouche d'un Donald Trump, Alexis Bigard. Est-ce que c'est pas ce à quoi on est en train d'assister, c'est un Joe Biden qui se trumpise aussi dans sa campagne présidentielle, dans sa façon un peu binaire de présenter les arguments. Alors je pense qu'il y a 2 choses. D'une part, Donald Trump, à mon avis, n'aurait jamais prononcé ce mot, parce que Donald Trump voue un culte en fait aux hommes forts. Donc je me souviens qu'il avait qualifié Poutine de génie. Donc il aime les hommes forts, que ce soit Bolsonaro, Poutine ou son homologue chinois. Il ne s'adonne jamais à l'insulte. Concernant Joe Biden, je pense qu'il est conscient qu'il y a un consensus en fait sur la Chine, que ce soit dans la population américaine ou au Congrès. Les républicains et les démocrates sont d'accord pour qualifier en fait ce régime de dictatorial. Donc il n'avait pas grand-chose à perdre. À mon avis, ça a été plutôt bien perçu parce que c'est justement ça ravive en fait, ça galvanise les Américains autour d'un ennemi commun. Alors je repose la même question, mais à vous, Olivier Piton. Est-ce que la campagne en général elle se trumpise ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire nous, ce sentiment qu'on a parfois vu d'ici, peut-être un peu hautain à la française, vous voyez, que la campagne elle est au ras des pâquerettes aux États-Unis. Pas encore. Pas encore. Elle ne devrait pas tarder à l'être, mais très honnêtement, pas encore, tout simplement parce que chaque probable concurrent, que ce soit Donald Trump ou Joe Biden, est pour l'instant dans son couloir. Donald Trump évite soigneusement pour l'instant de participer au débat des républicains. Et donc, d'une certaine manière, les attaques qui sont faites contre lui, à part l'un des candidats, Chris Christie, qui est le plus virulent contre Donald Trump, passe plutôt de manière relativement simplement. On n'est pas véritablement encore dans une vraie comment dirais-je, une vraie campagne trumpiste, comme vous auriez pu le dire. Maintenant, pour revenir sur ce qui a été dit concernant le qualificatif de dictateur, il y a effectivement, comme cela a été dit, aux États-Unis, depuis toujours un consensus total sur le fait que oui, un régime communiste est forcément un régime dictatorial et que qualifier le premier secrétaire du Parti communiste chinois de dictateur n'est absolument pas un débat. Ça n'est pas du trumpisme, c'est simplement la réaffirmation d'une position profonde des États-Unis, que ce soit du côté des démocrates ou du côté des républicains, de considérer qu'effectivement la Chine n'est pas une démocratie. Et Joe Biden a marqué des points, à mon avis, en le disant clairement. Et j'irais même plus loin, s'il avait eu 45 ans, on ne se serait jamais posé la question de savoir s'il avait eu raison de qualifier Xi Jinping de dictateur ou pas. On se pose la question parce que le fonctionnaire qui est Anthony Blinken a réagi de cette manière-là, mais c'est le rôle du fonctionnaire de tenter, du diplomate, d'essayer d'arrondir les angles. Le rôle du politique, c'est de dire les choses clairement. Et en l'occurrence, je pense que Joe Biden a marqué des points. En tout cas, il a réaffirmé la position claire de l'Amérique sur ce qu'est le premier secrétaire du Parti communiste chinois. Anne Désine, je voyais que vous n'étiez pas du tout d'accord avec moi sur le niveau de la campagne. Oui, moi, je ne pense pas qu'il y ait de trumpisation. Et donc, Joe Biden l'ait fait à dessein ou non,
c'est important effectivement d'essayer de rassembler parce que c'est un des rares points sur lesquels les républicains et les démocrates sont d'accord. Et Joe Biden, d'abord, n'est pas revenu sur les mesures de Donald Trump concernant la Chine. Il faut quand même se rappeler que dès Obama, il y a eu ce désir, cette prise de conscience que l'adversaire, c'était la Chine. Et ce fameux pivot sur l'Asie, de nouveau, Biden a essayé, sauf qu'il est empêtré avec l'Ukraine et maintenant avec le conflit israélien à Gaza, et qu'il va bien avoir besoin que des textes soient adoptés. Donc là, on n'en a pas beaucoup parlé en France, mais il y a un mois environ, il a durci les mesures de contrôle des exportations sur les domaines des hautes technologies, en particulier les chips, les semi-conducteurs. Merci, les semi-conducteurs de haut niveau, et avait pris d'autres règles pour éviter que ces fameuses règles, celles qui ont été prises l'année dernière, en octobre 2022, ne soient tournées. Parce qu'il y a des compagnies, des sociétés américaines comme Nvidia, qui disent « Ah oui, ce matériel ne peut pas être exporté, donc moi je vais faire un autre semi-conducteur un petit peu moins puissant, un petit peu moins, etc. » et l'exporter, ou bien l'exporter à des pays qui ne sont pas dans la liste des pays... Donc il a durci ce texte. Oui, il a durci le texte parce que le vrai rival, c'est quand même la Chine. Alors, il se trouve que là, il est occupé à faire d'autres choses en Ukraine et à Gaza, mais le vrai problème pour les États-Unis, c'est cette rivalité avec la Chine qui est devenue dictatoriale. Donc, c'était bien de le dire. Ah non, mais moi je remets pas en cause le terme dictateur. Hein. Je pense que tout le monde autour de cette table est à peu près d'accord. C'est la réaction de Blinken qui suscite évidemment ce questionnement. Je propose à Steve Jourdain de nous rejoindre sur ce plateau parce que vous avez les uns et les autres évoqué le Proche-Orient. Rebonsoir Steve. Rebonsoir. Évidemment, on va donc à moins d'un an, hein, je le rappelle, de cette présidentielle. Vous parlez d'une zone de turbulence pour Joe Biden à cause de ce conflit Israël-Hamas. Oui, Joe Biden a parfois été décrit comme le premier président américain sioniste. Sa proximité avec Israël, elle remonte dans les années 70, alors qu'il était encore sénateur. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas dans sa relation avec Benjamin Netanyahou, Premier ministre israélien. Mais depuis le 7 octobre, il affiche un soutien déterminé à l'État hébreu dans sa guerre contre le Hamas. Ce week-end, dans les pages du Washington Post, il persiste, il signe même de sa main, puisqu'il a rédigé un article d'opinion qu'on va voir. On y lit la chose suivante: aussi longtemps que le Hamas s'accroche à son idéologie de destruction, un cessez-le-feu n'est pas la paix. Pour les membres du Hamas, chaque cessez-le-feu est un moment utilisé pour reconstituer le stock de roquettes, repositionner des combattants et recommencer les tueries en attaquant à nouveau des innocents. Pas de cessez-le-feu donc à l'ordre du jour à la Maison-Blanche, mais simplement une pause humanitaire réclamée au gouvernement israélien pour protéger les civils à Gaza. Et on l'a évoqué rapidement tout à l'heure, cette ligne, elle provoque des critiques dans son propre camp. Dans le camp démocrate, effectivement. On va voir ces images mercredi dernier d'une manifestation pro-palestinienne organisée devant le siège du Parti démocrate. C'est à Washington. Une centaine de manifestants ont bloqué les accès. Des heurts ont éclaté avec la police à l'initiative de ce coup de force. Deux groupes, notamment de militants juifs issus de la gauche radicale, a priori des alliés historiques du Parti démocrate. Ils demandent un cessez-le-feu immédiat à Gaza. Message passé à Joe Biden, c'est très clair: change ta politique au Proche-Orient si tu veux être réélu l'année prochaine. Et cette remise en cause de la politique de Joe Biden au Proche-Orient, est-ce qu'on la retrouve dans les sondages? On va voir ce dernier sondage NBC paru ce week-end qui a été conduit entre le 10 et le 14 novembre, soit un mois après l'attaque du Hamas contre Israël. Seulement la moitié des démocrates approuvent la politique étrangère de Biden, 51%. L'action du président dans le conflit Israël-Hamas est rejetée par 41%. Sans surprise, on trouve seulement 31% et 22% d'approbation chez les électeurs indépendants et républicains. Bon, vu comme ça, on pourrait se dire que la politique étrangère de Biden au Proche-Orient est largement rejetée par une majorité d'Américains. C'est pas faux. Mais quand on demande aux Américains ce qu'ils pensent du conflit Israël-Hamas, on va voir ces chiffres. Une majorité des sondés, 47%, estiment qu'Israël se défend légitimement et que ses actions militaires à Gaza sont justifiées. 30% pensent qu'Israël va trop loin. 21% disent ne pas avoir d'opinion. Dernier chiffre intéressant, Thomas, on va le voir. Une grande majorité des Américains soutiennent l'aide militaire envoyée à Israël. 55%. On rappelle que chaque année, les États-Unis donnent 3,8 milliards de dollars d'aide à Israël et que Joe Biden a promis d'aller beaucoup plus loin. Il veut faire x7. Cet argent, c'est l'argent des contribuables. Ça va compter forcément dans la course à la Maison-Blanche. Merci beaucoup, Steve Jourdain. Armelle Charrier, information
question en cette fin d'après-midi lors d'une cérémonie à la Maison-Blanche. Question posée par un journaliste concernant les otages. Un accord est-il proche? Réponse lapidaire du président américain Joe Biden, je crois. Est-ce qu'il y a là un enjeu vraiment important pour Joe Biden dans le cadre de cette campagne présidentielle, au-delà évidemment du sort des otages et de leur vie? C'est certainement pas l'enjeu numéro 1, mais ça reste la porte de sortie pour l'instant au niveau des Américains pour un peu lever la main de Benjamin Netanyahou dans la guerre qu'il est en train de mener sur Gaza. Et si vous avez à un moment donné des sorties d'otages, même si ce ne sera pas tous les otages, même si on est sur 50 otages a priori dont on parle, dont on ne sait pas si du coup c'est exactement ce que a aujourd'hui le Hamas à disposition comme otage, ou s'il en a encore un peu plus, ou s'ils sont dans d'autres groupes, on n'en sait rien. Mais c'est vrai qu'il y a une focalisation des États-Unis comme d'autres pays, surtout qu'il y a des binationaux. Donc cette question-là, elle est encore plus importante pour un président américain. À partir du moment donné où il y a une sortie d'otages, ça veut dire qu'il peut demander à Benjamin Netanyahou non pas d'arrêter la guerre, parce que les Israéliens n'arrêteront pas la guerre, mais de lever un peu la main et de dire on peut, dans ces cas-là, regarder un peu au niveau de la population palestinienne. Et vous avez vu qu'il ne veut absolument pas réarmer le Hamas, il fait très attention, pas de cessez-le-feu. C'est toute la complexité aujourd'hui. Oui. Alexis Pichard, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais que pèse au sein du Parti démocrate ceux qui reprochent justement à Joe Biden une politique trop sioniste? Vous parliez des jeunes sur certains campus. Qu'est-ce qui pèse au sein de ce parti? Les jeunes constituent quand même une partie importante du Parti républicain, du Parti démocrate aujourd'hui. On voit que les campus commencent un peu à s'embraser sur cette question du soutien des États-Unis à Israël. Et en revanche, j'aimerais bien revenir aussi sur le positionnement pro-israélien de Joe Biden, qui n'est à mon sens, qui est bien plus modéré sur cette question que son prédécesseur. Joe Biden est quelqu'un qui a servi durant les 8 années de mandature d'Obama, qui était assez méfiant vis-à-vis du pouvoir israélien. Il me semble, dénoncé hier ou avant-hier les colonies israéliennes en Cisjordanie. Et surtout, il a aussi renégocié le traité, l'accord d'Abraham, qui avait été passé par Donald Trump pour normaliser les relations entre Israël et les pays du monde arabe, en intégrant la Palestine au processus de discussion. Donc pour moi, c'est un président quand même qui prône une solution à 2 États, ce qui n'est pas du tout le cas de Donald Trump. Et en cela, à mon avis, il est bien plus modéré sur la question que ce qu'on pourrait croire. Et alors, on peut poser la question dans l'autre sens. Là, je posais la question d'un courant plutôt à gauche du Parti démocrate pro-palestinien. Est-ce qu'à l'inverse, Anne Désine, des contributeurs pro-Israël pèsent lourd dans le financement de la campagne Joe Biden, mais peut-être aussi d'ailleurs de celle de Donald Trump? Et ça, on sait que, voilà, évidemment, c'est encore plus aux États-Unis qu'ailleurs le nerf de la guerre, et donc ils doivent l'un et l'autre forcément tenir compte de ça. Alors c'est un paradoxe, parce que les Juifs aux États-Unis ont tendance à voter démocrate. Oui. Mais le gros lobby AIPAC, qui défend systématiquement les politiques d'Israël, est soutenu par les républicains et par les évangéliques. Oui. Et la force derrière Israël, et donc si Trump était réélu immédiatement, ce serait de nouveau une politique 100% Israël, ce sont les évangéliques qui, à la limite, sont beaucoup plus extrémistes que les Israéliens eux-mêmes et que les Juifs américains. Donc nous sommes dans cette situation. En termes de financement, de toute façon, ce qui va se passer dans les États pivots, c'est que ce sont des milliardaires qui vont donner à des groupes 501, donc on ne saura pas exactement qui a donné quoi, avec un déferlement de publicité négative. Donc, par exemple, si on est à Minneapolis, où il y a une population musulmane, d'origine musulmane, qui est très choquée par ce qu'elle juge être une attitude trop pro-israélienne de Joe Biden, il va y avoir des publicités, mensongères ou non, puisqu'avec le premier amendement, on peut dire tout et n'importe quoi, contre Joe Biden. C'est ça un petit peu la situation. Olivier Piton, est-ce que c'est... Alors, encore une fois, on est prudent, puisque c'est dans un an, mais est-ce que cette élection américaine peut plus se jouer sur les questions de politique internationale que les précédentes ? Probablement pas, mais le conflit israélo-palestinien est incontestablement un problème pour le camp démocrate, parce que comme cela a été dit, il a tendance à fracturer le camp démocrate
en deux. Donc, en résumé, ce qui a été dit était très juste, c'est-à-dire que Donald Trump avait montré une volonté d'alliance, en particulier avec Israël, mais surtout avec Benjamin Netanyahou. C'est-à-dire qu'il y avait vraiment une sorte de mano à mano entre les deux hommes, qui a par réaction, créé un certain nombre de dissensions du côté du Parti démocrate qui ne voulait pas passer pour le parti qui était en faveur de Netanyahou. Et lorsque Joe Biden est arrivé au pouvoir, en dépit de toute la bonne volonté de Netanyahou pour tenter de resserrer les liens avec Joe Biden, incontestablement, il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que cette espèce d'unanimisme américain en faveur de l'État d'Israël s'est quand même un tout petit peu fissuré. Premier élément. Deuxième élément, comme cela a été dit également, et je m'en rends compte ici, puisque y compris dans des petites universités, on a des manifestations en faveur de Gaza, pas en faveur du Hamas, mais en faveur de Gaza et des droits des Palestiniens, ce qui n'était pas le cas, par exemple, pour le conflit ukrainien. Là, on a des manifestations un peu partout. C'est qu'une partie de l'électorat, en particulier l'électorat jeune, étudiant, urbain, éduqué, des démocrates, a tendance à reprocher à Joe Biden d'être, entre guillemets, trop pro-israélien. Comment ça va se concrétiser dans le vote, on ne le sait pas. Ce que sera la situation au Proche-Orient au moment des élections, on ne le sait pas. Mais incontestablement, ça n'est pas une bonne nouvelle. Pour un Joe Biden qui tente à tenir une position traditionnelle des États-Unis de soutien à Israël, mais une partie de son électorat, en particulier le plus jeune, qui tente effectivement à considérer qu'il est trop en faveur d'Israël. C'est un problème que les républicains ne connaissent pas. On va voir que le Trumpisme peut également s'exporter, Mathieu, avec cette mauvaise nouvelle pour Joe Biden la nuit dernière en Argentine. Oui, avec l'élection de Javier Milei, qu'on qualifie d'ultralibéral, de populiste, de nationaliste, de conservateur, d'extrême droite. Lui-même se qualifie d'anarcho-capitaliste. Bref, vous avez compris, les adjectifs varient, sauf un surnom sur lequel tout le monde est d'accord, c'est le Trump de la Pampa. Alors, Donald Trump lui-même n'a d'ailleurs pas attendu les résultats officiels pour féliciter Javier Milei. « Je suis très fier de toi », a-t-il écrit sur son réseau social. « Tu vas transformer ton pays et faire de l'Argentine à nouveau un grand pays. » Argentina, make Argentina great again, si j'ose dire. On a vu le sur le modèle de son slogan. Alors, diplomatie oblige, l'administration Blinken a elle aussi félicité le nouvel élu, l'administration Biden, pardon, par la voix du secrétaire d'État Anthony Blinken, qui lui voit dans cette élection le témoignage des institutions électorales et démocratiques de l'Argentine. En gros, service minimum. Oui. Quels sont les points communs de Javier Milei avec Donald Trump ? Un passé d'homme d'affaires, la critique de la caste politique, des dérapages, voire des insultes verbales. Il pourfend, comme Donald Trump, la lutte contre le réchauffement climatique, puisqu'il estime qu'une entreprise a le droit de polluer au nom de la création de richesses. Il dénonce le droit à l'avortement, il défend le port d'armes, mais la comparaison s'arrête là, parce qu'en libertarien convaincu, il défend le mariage gay, la libéralisation de la drogue et même l'immigration. Alors là, pour le coup, c'est pas du tout Donald Trump. Ouais. Que traduit son élection ? Qu'un pays en crise économique profonde où des élites ont failli reste un terreau fertile pour le populisme, sans surprise. Pas sûr cependant que la méthode Milei améliore la vie quotidienne des Argentins. Quand on voit ce qu'a promis le candidat, il faisait campagne avec une tronçonneuse en disant « je vais couper dans toutes les dépenses inutiles ». Et les dépenses inutiles, par exemple, l'éducation, la culture, la protection sociale. Il prône la fin du peso qui veut qui veut remplacer par le dollar, et non plus même aligné comme c'était autrefois le cas. La fin des subventions, une libéralisation des prix. Bref, une thérapie de choc, mais qui a réjoui Elon Musk, tiens, le revoilà celui-là, qui voit le signe que la prospérité attend de nouveau l'Argentine. Et puis une élection qui a aussi soulevé l'enthousiasme du voisin brésilien, l'ancien président Jair Bolsonaro. L'espoir brille à nouveau en Amérique du Sud, a écrit l'ancien chef de l'État brésilien d'extrême droite, espérant que ces bons vents atteindront bientôt le Brésil et évidemment les États-Unis. Évidemment. On prolonge un peu cette parenthèse sur l'Argentine. Armel Charrier, est-ce qu'il a, Javier Milei, mené une campagne à la Trump ? Est-ce qu'on peut dire ça ? Alors, je ne l'ai pas suivi avec assiduité, mais je pense qu'on est aussi dans cette espèce de tournant où aujourd'hui, on a ces hommes forts qui se mettent en scène de cette manière-là et que Trump a libéré. On l'avait vu avec le Brésilien, on voit là de nouveau, a libéré un certain type de parole. En plus, on est dans des pays, on est en Amérique centrale et Amérique du Sud, où classiquement, soit vous aviez une gauche révolutionnaire communiste qui s'était installée, soit vous avez des appétits qui étaient les appétits
l'appétit des grandes familles avant très à droite. Et donc on retrouve dans toute cette extrême droite aussi tout ça qui est en train de revenir. Et puis vous avez une espèce de libéralisation qui est en train de se mettre en place. Ce qui va être intéressant, c'est que là on va être dans des pays qui vont de nouveau parler de nationalisme, qui vont de nouveau parler de protectionnisme. Et que ce à quoi je pensais au moment où j'entendais, c'est qu'on est aussi dans des pays qui maintenant sont aussi en train de discuter avec Vladimir Poutine, sont aussi en train de discuter avec Xi Jinping, sont aussi intéressés par l'évolution justement des BRICS, l'ouverture, etc. Et que ça, c'est aussi une gageure pour les Américains. Et ça explique aussi pourquoi est-ce que Biden doit passer 4 heures de discussion avec Xi Jinping, parce que d'un seul coup, s'invite le dossier du Proche-Orient qui n'avait jamais été là, mais à partir du moment donné où maintenant Xi Jinping joue un rôle et qu'il dit moi j'ai l'Arabie Saoudite, l'Égypte et les Émirats Arabes Unis qui veulent rejoindre l'extension des... Ça veut dire quelque chose. Et on voit bien toutes ces difficultés que doivent aujourd'hui gérer les Américains sur la question israélienne, par exemple. Juste un mot, mais c'est vrai que c'est leur allié classique, traditionnel. Donc il n'est pas question de le lâcher. Jamais il ne sera question de le lâcher parce que c'est leur seule entrée aujourd'hui au Proche et au Moyen-Orient. Et que du coup, si les Américains ne sont pas derrière Israël, où est-ce qu'ils seront les Américains dans ce monde complexe? Et c'est là aussi où on voit une fracture générationnelle, c'est-à-dire que vous avez une réflexion comme ça, parce qu'on a l'habitude du Proche et du Moyen-Orient. La jeunesse, elle n'est pas comme ça. La jeunesse, elle est aujourd'hui dans des logiques qui sont des logiques de décolonisation, de wokisme, d'ouverture. Et donc, elle pense davantage droits humains et elle pense aux Palestiniens et à Gaza. Je voudrais revenir à cette campagne américaine, peut-être le climat de la campagne, avec un exemple. En ce moment, il y a évidemment un bras de fer autour du vote ouvrier. Joe Biden était il y a 10 jours dans l'Illinois. Il venait célébrer des accords salariaux historiques dans le secteur de l'industrie automobile. Et écoutez ce qu'il dit. Enfin, il ne prononce même pas le nom de Donald Trump. Écoutez, regardez. Mon prédécesseur, le distingué... Bref... Lorsque mon prédécesseur était au pouvoir, 6 usines ont fermé dans tout le pays. Des dizaines de milliers d'emplois dans l'automobile ont été perdus dans tout le pays. Et pour couronner le tout, il était prêt à confier l'avenir des véhicules électriques à la Chine. Il a déclaré « Si l'Amérique investit dans des véhicules électriques, cela fera baisser les salaires. Cela détruirait des emplois et sonnerait le glas de l'industrie automobile américaine. » Comme presque tout ce qu'il a dit, il s'est trompé. Anne Désine, je vais vous interroger seulement sur la forme, ce signe de croix là, quand il ne prononce pas le nom de Donald Trump. Voilà, c'est une façon de le désigner comme le diable. Est-ce que c'est nouveau dans sa campagne? C'est une nouvelle stratégie? Comment vous l'analysez? C'est surprenant. Donc il fait un petit peu, il emprunte aux techniques théâtrales de Trump. Oui. Hein, il dit pas le nom, etc. Tout à l'heure, un peu de trumpisation de la campagne. Mais quand même, le signe de croix, j'étais un petit peu surprise. Mais sur le fond, il a raison. Et ce qui est incroyable, et on va voir dans un an si finalement les électeurs comprennent que les politiques économiques de l'administration Biden fonctionnent. Parce qu'il a quand même relancé la machine, il crée des emplois. Et 14 millions d'emplois créés depuis le début de son mandat, taux de chômage en octobre 3,9%. Sauf que beaucoup d'électeurs voient l'inflation qui a beaucoup baissé et qui reste là sans voir les bonnes choses. Donc il y a encore quelques mois et peut-être il y aura au moment, là encore, de mettre le bulletin dans l'urne, sauf qu'ils ne mettent pas un bulletin dans l'urne, ils remplissent, etc. Oui. Mais au moment de voter, cette prise de conscience qu'il est vraiment pro-ouvrier, pro-syndicat, il est quand même allé sur les piquets de grève, etc. Mais il y a beaucoup de désinformation et le malheur, c'est que ce qu'il dit n'est entendu que par ceux qui ont envie de l'entendre. Tous ces gens qui sont pro-Trump, MAGA, etc., n'entendent jamais cela, parce que ça n'est pas sur leur réseau, avec ces bulles cognitives, etc. Et c'est ça le vrai problème, c'est quel type d'information va pouvoir circuler. Alors, qu'est-ce qu'ils entendent, les partisans, les soutiens de Donald Trump? Évidemment, c'est le candidat républicain. Parler d'inflation, c'était à l'occasion d'une visite à la frontière mexicaine hier. L'inflation détruit tout, dans tous les pays, depuis des centaines d'années. L'inflation dévaste tout. Nous connaissons la pire inflation depuis 72 ans. Au départ, elle était causée par l'énergie, et maintenant, elle est partout. Alexis Pichard, le bilan économique de Joe Biden. Alors effectivement, vous nous dites qu'il n'est pas connu de tous, mais est-ce qu'on peut légitimement dire qu'il est positif?
Oui, comme vous l'avez rappelé, le chômage est toujours à un niveau très très bas. Oui. La croissance, je crois que pour cette année, elle est 5%, au-delà de la croissance chinoise, dont on disait qu'elle dépasserait finalement les États-Unis. Donc oui, il a relancé. Mais l'inflation, est toujours l'argument de Trump. Est-ce qu'il porte? Elle a quand même diminué ces derniers mois. Oui. Mais effectivement, comme l'a dit Anne Désine, il a quand même fait passer des textes de loi importants, justement le texte anti-inflation qui est passé l'an dernier, en fait, qui est un texte écologiste déguisé, mais qui prendra effet dans quelques temps. Donc c'est effectivement dur de vendre un texte de loi qui n'aura d'effet, notamment sur, par exemple, la chute du prix de l'insuline. C'est quelque chose qui va être mis en application dans quelques années. Donc c'est vrai que c'est dur, en fait, de vendre, de récupérer les mérites d'un texte de loi dont les effets ne seront sentis que dans quelques temps. Et pareil, le texte sur les semi-conducteurs qui a rapatrié la production des semi-conducteurs aux États-Unis n'aura d'effet que à rebours, en fait. Donc c'est très compliqué de faire voter des textes de loi qui vont avoir des effets sur le long terme et d'essayer de glaner les bénéfices de manière un peu anticipée. Il y a quand même le plan d'infrastructure. Et là, il y a quand même des constructions de ponts, de routes, etc., dans un certain nombre d'États, et en particulier des États rouges, des États républicains. D'ailleurs, c'est intéressant parce que les élus républicains qui ont évidemment voté non sont en train de dire « Regardez, tout cet argent fédéral qui vient dans notre État ». Et là, avec des créations d'emplois, peut-être qu'au bout d'un moment, le message va percuter. Le message, il est aussi porté, on a dit beaucoup de mal de Kamala Harris, qu'elle n'était pas très bonne, etc., mais en ce moment, elle fait du porte-à-porte, il n'y a pas d'autre terme, et elle se base sur le droit à l'avortement, les libertés et le droit de vote. Et ça peut peut-être faire contrepoids chez les jeunes. Les jeunes, ils ont d'un côté Gaza, mais ils ont aussi l'environnement, le droit de vote et l'avortement. Olivier Piton, il y a un élément qu'on n'a pas analysé. Les deux campagnes électorales sont difficilement comparables parce que celle de 2020, il y avait le Covid. Et donc la pression sur Joe Biden était physique. On parle de sa capacité physique à tenir une campagne électorale, n'était pas la même. Est-ce que ça peut jouer, ça ? Oui, ça peut jouer. On se souvient qu'en 2020, Joe Biden avait, en gros, été resté dans le Delaware, avait réussi à éviter l'un des 3 débats contre Donald Trump. En fait, il devait y en avoir 3, il n'y en avait eu que 2. Et il avait déjà à ce moment-là des problèmes d'appréciation cognitive, on va dire. Mais il avait réussi habilement à les déjouer, si vous voulez, par une espèce de calendrier extrêmement bien tiré au cordeau et particulièrement habile. C'était l'avantage du Covid, si je puis dire. Là, il n'y aura pas d'avantage de Covid, en tout cas on l'espère. Et donc la campagne risque d'être effectivement aussi intense qu'elle est habituellement. À partir de ce moment-là, est-ce qu'il sera en mesure de tenir la distance si c'était lui qui effectivement, mais là maintenant ça paraît difficile pour lui de ne plus être le candidat démocrate, on est trop proche du début des primaires. Sera-t-il capable de mener une année entière de campagne comme il devrait pouvoir le faire? C'est l'une des questions effectivement que se posent les observateurs américains. Il faut se souvenir qu'à l'époque, Donald Trump enchaînait entre 2 voire 3 meetings par jour, ce qui était une sorte d'exploit physique. Et il y aura forcément une comparaison avec Joe Biden. Donc cet aspect-là, vous avez tout à fait raison, va aussi jouer. Un point sur ce qui a été dit juste avant. C'est effectivement assez désolant pour Joe Biden, qui a honnêtement un bilan économique tout à fait appréciable, voire même bon. Malheureusement, la focalisation se fait davantage sur l'apparence, sur son âge, que sur ses réussites économiques qui sont absolument incontestables. Son équipe essaye de faire passer le message. Pour l'instant, il n'y arrive pas. On verra s'il y arrivera. Ce sera aussi l'une des clés de la campagne, c'est de réussir à mettre en avant ces réussites économiques qui sont incontestables. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir participé à ce débat. Je vais rappeler le titre de vos livres, Anne Désine, Les États-Unis et la démocratie, publié aux éditions L'Harmattan, et Olivier Piton, Kamala Harris, la pionnière de l'Amérique, publié aux éditions Plomb. Demain, on sera au Salon des maires, Porte de Versailles à Paris, pour une édition spéciale de Sens Public. Et puis notez que l'invité de la matinale sera Dominique Faure, la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité. Belle soirée.